Notre séjour va nous conduire au nord-ouest de l'Italie, au bord de la mer Ligure, dans la micro-région des Cinq Terres. Ah oui, Oui, vous l'avez dit à la... non, elle a dit de recouper. Aussitôt après l'installation à Levanto, à l'ouest des Cinq Terres, la visite de cette cité dévoile deux aspects contrastés, typiques de l'italien. La nonchalance d'une station balnéaire et la ferveur religieuse de ses habitants. Outre la pêche, Levanto attire de nombreux visiteurs pour sa plage, très animée, et son spot de surf réputé. Allora, quando ci trovi posso venire Quelques belles maisons colorées surplombent la digue, parmi lesquelles la villa Agnelli, un des fondateurs des usines Fiat. Le château a été érigé au XIIe siècle. Le bastion et les meurtrières datent du XVIe. Une tour ronde se dresse à l'emplacement de l'ancienne prison. La darse de Levanto était constituée de 4000 m² d'entrepôts proches du port-canal en bordure du torrent Cantarana. Important lieu d'échange de marchandises au Moyen-Âge, il ne subsiste que des arches en serpentine locale. L'église de Sant'Andrea, de style liguro-gothique, date de 1232, les trois nefs ayant été achevées en 1463. Sur sa façade alternent le marbre de Carrare et la serpentine locale. La remarquable rosace dentelée est en marbre de Carrare. À l'intérieur, on trouvera un calice de Henri VIII et un ostentatoire du début du XVIe siècle. Les remparts de Levanto, en grande partie conservés dans leur contour d'origine,
remonte à 1265. La tour de l'horloge est visible dans la partie la plus élevée. Remaniée au XVIe siècle, seule une porte a été conservée. La loggia de Levanto, citée à partir de la fin du XIIIe siècle, a été reconstruite au début du XVIe avec du matériel de réemploi. Structurée en une seule pièce à colonnes et arcs en plein cintre sur le devant, elle avait à l'origine un usage marchand lié à la présence du port-canal en face et jusqu'au XVIIIe siècle conservait les archives de la mairie. On voit encore les arches. Domaine privé. La loge médiévale, datant de 1450, était le lieu de rencontre de la magistrature. Nichée au coin d'une rue, une fresque murale attire l'attention. Les grotesques médiévaux constituent un élément rare du patrimoine de Levanto. Ces caricatures murales du vieux quartier devaient illustrer la façade d'une taverne. À la fin du mois de juin, Levanto accueille un événement cultuel, la procession du Corpus Domini dans les rues recouvertes de fleurs. Toute la journée, les habitants de tous âges s'activent pour composer des tableaux floraux à même le sol sur le chemin de la procession. Le quartier de Borgo della Stagno est situé dans une zone d'étang. La rue Garibaldi est bordée d'hôtels particuliers du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ma io ho capito cosa fotografo. Che sono questi sacoche? Ces compositions éphémères sont aspergées régulièrement pour en conserver la fraîcheur et maintenir l'ensemble si le vent venait à souffler. La Piazza Cavour est la cour intérieure du monastère des Clarisses, achevée en 1688. Aujourd'hui, on y trouve la mairie de Levanto et une église dédiée à Saint-Roch. Mais je pense qu'après, on doit avoir... Il y a eu une petite péripétie en prenant Robert, mais bon, on a fini par le trouver quand même. Il n'est pas avare de parole. Hein. Non, mais... Merci pour le voyage. À la nuit tombée, alors que les terrasses des restaurants s'animent et que les tableaux, enfin achevés, sont exposés à la vue du passant, la procession, partie de l'église Sant'Andrea, traverse la vieille ville. Il treno delle 7:30
lasciare cadere nel vuoto. E questo mare resta con noi. Pour rejoindre Monterosso al Mar, le premier village des Cinq Terres, la randonnée suivra le chemin qui longe la côte pour atteindre le col San Antonio, puis suivra la ligne de crête de Monténégro jusqu'au col de Grita et au sanctuaire de la Madonna di Sovior. La descente sur Monterosso empruntera le chemin des oratoires. Nous, on va nous faire le reportage comme ça, on aura vraiment une idée un peu. Pas balisé, donc c'est tout par ici. Allez, Pas pourquoi vous avez on a fait 100 mètres. Protégé par un sous-bois ombragé, le chemin emprunte des passages en à pic au-dessus des falaises. Posées à flanc de montagne, quelques habitations semblent défier la nature. Bien que disposant d'un panorama exclusif, quelle abnégation pour entretenir ces bâtisses isolées et peu accessibles. La tour de guet de Pentamesco avait pour fonction d'alerter les habitants de Monterosso d'incursions sarrasines. On en fera une autre à l'autre. Ce village a pourtant été dévasté et pillé en 1545, alors qu'il était en plein essor économique. Depuis le promontoire du Mesco, les ruines de l'église San Antonio datant du XIe siècle et de l'ermitage attenant embrassent la côte depuis le mont de Portofino jusqu'à l'île de Tineto devant Porto Venere. Le couvent a été abandonné en 1610.
La forêt autour de Monterosso a subi un incendie au cours de l'été 2011. La même année, à l'automne, Monterosso subira des inondations dramatiques en lien avec cet incendie. Pris un buisson. Non, on ne voit pas au parcours. Nous sommes venus de là, par là, par là. Le sanctuaire de la Madonna di Sovior est le plus ancien de Ligurie consacré à la Vierge Marie. Sous le parterre de l'église, les fouilles ont mis à jour une église plus petite datant du 8e siècle. Aujourd'hui, le sanctuaire accueille des séminaristes et des pèlerins venus s'y retirer pour une retraite de quelques jours. Monterosso al Mar est le bourg le plus occidental des Cinq Terres. La vieille ville a conservé son caractère médiéval avec ses tours défensives et ses ruelles étroites. L'église Saint-Jean-Baptiste est à 3 nefs. Un portail à arc en ogive et une belle rosace ajourée ressortent sur la façade. La tour de son clocher est en serpentine. Lors des inondations du 25 octobre 2011, qui a dévasté le vieux bourg, l'eau a atteint les lustres de l'édifice. L'oratoire Mortis et Orationis, ou encore l'oratoire des Noirs, a des origines baroques. Il accueille des sièges originaux où sont gravés les signes de la mort et la statue en bois de San Antonio Abate, provenant du couvent de Pantamesco, aujourd'hui détruit. Le marquis d'Obertanghi, grand seigneur d'Italie du nord de la fin du Xe siècle, construisit un château sur la colline qui domine le bourg. Ses cheveux roux et la position de son château sont à l'origine du nom de Monterosso. Il ne reste que des ruines importantes du vieux castrum médiéval situé sur le col qui sépare les deux criques, et quelques pans de remparts utilisés en partie comme cimetière. Le couvent des Capucins a été construit au XVIIe siècle sur le col de Saint-Christophe. Situé au centre d'un petit golfe, Monterosso dispose de la plus grande plage des Cinq Terres. Il Gigante est une statue de Neptune, dieu de la mer, créée au début du XXe siècle. Au dos de la statue, surplombant le golfe, une vaste piste de balles en forme de coquillage
est le témoin des folles fêtes de l'aristocratie italienne de cette période. Oh, vous vous filmez tous les deux. Aujourd'hui, la Ligurie nous livre une partie de ses secrets sous les traits de nos hôtesses du laboratoire del Pesto. Les 5 terres produisent des vins réputés, issus d'un vignoble pittoresque en terrasse sur des pentes vertigineuses jusqu'en bord de mer. Albarino, Albarola E Bosco. et Bosco. Et avec ça, ça fait du vin blanc. Le Bosco, c'est le bois. Allora, questa, Attention. ça c'est proprio un côte delle 5 terres. Si vous avez marché, ça c'est la côte de Posa, che c'est la côte de Volastra. Invece ça, Posa, c'est proprio la côte, diciamo, plus beau delle 5 terres, parce que c'est proprio toute la côte dalle mer. Oui, c'est la côte qui descend sur la mer. Alors, Cici, salute, allez avec nous. 80% du vin produit aux 5 terres est blanc, le Chiachetro est un vin doux, rare et réputé. L'olivier est omniprésent en Ligurie. La variété Tagiasca est produite en monocultivar et fournit une des plus douces huiles d'olive d'Italie. Tasca, che sono le olive, che magari voi regardez all'aperitivo, che sono le petite, noir et vert. Des petites olives. Oui, che sono proprio seulement dalla Liguria, dalla région, et seulement un petit part de la région. Ah. Et c'est lui qui dit que c'est très fameux et parce que l'angus è très Très fruité, goûteuse, très elle est léger. goûteuse. Allora, volevo farle assaggiare l'olio. Vi va de goûter un petit peu d'huile d'olive? Ah oui. Voilà. Voilà. Alors ça, vous pouvez goûter, ça pique pas. Mondialement connu, le pesto genovese accompagne avantageusement les pâtes et donnera une saveur incomparable à la soupe de légumes. Les feuilles de basilic fraîchement coupées doivent être lavées et séchées soigneusement. Il a les pignons, les petits ou les pisans, Les pignons. qui sont ça. Voilà, oui. L'huile d'olive que vous avez goûté, quindi che c'est légère, c'est fruité, et le parmesan, que c'est un parmesan reggiano, qui fait 3 années, et un petit peu d'ail. Non beaucoup, mais... Ainsi que du sel. La préparation se fait à froid avec une bonne dose d'énergie et de fait patience. dans le blender, dans la machine. C'est une machine qui c'est pour beaucoup, non les normales qui nous avons là. Le mortier va recevoir une cuillère d'ail, 2 cuillères de pignon, E questo è il vecchio. une poignée de basilic Così, un petit peu de sale. et une pincée de sel. On se saisit du pilon à pleine main Et après, Allora, per prima cosa andiamo a schiacciare l'aglio sotto le foglie on va écraser l'ail sous les feuilles in modo che tutto il profumo dell'aglio resti sotto. pour que tout le parfum, l'arôme de l'ail remonte dans les feuilles. On le fait pour que ça fasse une pâte homogène. On tourne sur les bords pour écraser encore contre la paroi. Se invece vi piace vedere un pochino di verde diverso, un piccolissimo pezzo di fogliolina, così va già bene, già Alors, giusto. si on accepte de voir encore quelques petites feuillettes sortir, pas des grosses feuilles, hein, sinon c'est qu'on n'a pas battu, eh bien on peut s'arrêter comme ça. Noi decidiamo che così ci va bene. Alors, quand on a décidé que tout va bien, le pilon il est en bois d'olivier, Bisogna pulirlo e toglierlo, perché non deve toccare l'olio d'oliva, l'olio extravergine. ah, il ne doit pas toucher l'huile d'olive. Ah, d'accord. On met un peu de parmesan Parmigiano reggiano e olio. et je vais mettre... La differenza tra il mortaio, che in questo caso è di marmo di Carrara, Alors, la différence c'est que là c'est un... Parce que là, beaucoup de questo è un marmo di Carrara avec che beaucoup d'ail, parce que si può passare di generazione in generazione, On peut se le cioè passer de ça, génération c'est en pas grave. génération, à part de le faire tomber,
sì, guardate che non si rompa. Questo bisogna cambiarlo ogni 5-6 anni. Le pilon, par contre, tous les 5-6 ans. No. Deux élèves studieuses refont la préparation. Une cuillère d'ail, 2 cuillères de pignon, E le basilic, così. une pincée de sel, Meno. et on écrase au fond. Dicevamo allora, Oh, la gourmande. Perfetto, adesso Ensuite, sur les côtés, e chiaramente una volta che on retire le pilon, du parmesan, de l'huile à volonté, on remue le tout, et voilà, c'est prêt. Manuellement, dans l'industrial. La forme des pâtes présentées est déterminée soit pour accompagner le pesto, soit comme révélateur d'origine sociale, soit pour son mode de fabrication. più vecchia come pasta, sì. Ed è uno spaghetto schiacciato C'est un spaghetti écrasé, e molto ruvido. rugueux. Perché deve trattenere bene il pesto. Il est un peu poreux, pour accrocher le pesto. Il n'est pas lisse comme le spaghetti. Dopodiché invece abbiamo la trofia. Questa è diciamo per eccellenza la pasta per il pesto e la trofia è nata a Recco, infatti si dice anche trofia di Recco. Recco è un piccolo paese vicino a Genova, una cittadina di mare, Alors, cette pâte, elle est d'un petit village à côté de Gênes. virgolette, di alcune donne del paese di Recco che andavano da questi signori a fare i lavori, le pulizie in casa, a preparare, a tenere i bambini, cioè si adoperavano, arrotondavano un pochino quello che era allora veramente una vita un pochino difficile. Donc, il y avait des femmes qui, de ce petit village qui allaient travailler dans les maisons bourgeoises pour faire le ménage, la cuisine, etc. Come si fa? Si prende un po' di farina, si fa così e si rimette nell'impasto. Ma queste signore lo facevano qua. Comme ils avaient, quand ils faisaient la pâte, ils se mettaient un peu de farine parce que ça te colle, et ils ont fait comme ça. La signora tornava dal mare e diceva oh che brava, grazie, hai preparato tutto. Ma quella roba lì diceva portala alle galline, portala... Tu peux les porter aux poules. Siccome era fame, tanta fame, queste signore arrivavano a casa, acqua che bolle, e quella è diventata la pasta. Voilà, Ed è diventata quella lì. À la place, elle le portait à la maison, et ça c'était pas pour les poules, c'était pour eux. Passiamo invece alla pasta dei ricchi. Ah, ça c'est la pâte des riches, attention. Questa era solamente dei ricchi. Questa si faceva facendo una bella sfoglia grande e poi Elle se faisait con lo stampo. avec un tampon. Cioè ogni casa, ogni nobile aveva il suo stemma e il suo iniziale del cognome. Chaque famille avait bien sûr son écusson, son nom, son sceau. Quindi in pratica la sfoglia era questa è la sfoglia, si metteva sotto questo e si andava a schiacciare in questo modo ed usciva questa cosa. Chiaramente solo i grandi nobili avevano questa possibilità. C'était vraiment je mange de moi-même. Le testaroli est fabriqué selon une méthode remontant à la Rome antique. Testarolo. Ed è cotto nei testi di terracotta, grandi così, quindi De la terre cuite. Voilà, c'était grande. quindi viene adagiato questo, Alors on mettait tout ça au fond de la terre. è già cotto, questo, è è già cotto. Quindi così viene coperto, poi un altro sopra, un altro sopra, un altro sopra. Alors on mettait plusieurs couches dans cette pignate de Sì, terre cuite. sono grandi così. E viene messo in forno a legna. Et on mettait ça au four. Per mangiarla questa, perché la direte voi bella, ma me la mangio. Allora si taglia a pezzettini irregolari, pezzettini, si fa bollire l'acqua,
come per la pasta. Ça fait, on normale. fait bouillir l'eau comme la pâte, on le coupe en Voilà. petits morceaux, Si immergono questi on les plonge dans l'eau chaude. per 1 minuto, 2 minuti al massimo, Una sì, minuta, perché 2 minuti. è cotto, deve solo scaldare. Deve solo scaldare, si cola On e secoue, si condisce con il pesto. on agrémente avec le pesto. Queste sono delle acciughe. Les anchois. Questo è il vecchio metodo di silico. Ça, c'est la vieille méthode pour les anchois. Hein. Seccato, C'est l'ancienne méthode qu'on pouvait faire après la pêche, sì, quando ancora non c'era il frigorifero. quand il fallait garder ce poisson. Quindi vengono pescate e pulite, tolta la testa e messe immediatamente. Pour moi, ils sont bons à être consommés. Quindi bisogna pulirle, lavarle, Ah, il faut d'abord les laver, togliere la lisca che ancora c'è. lui enlever tout ce qu'il y a autour. Qui est... Le limoncino est un alcool fort à base de jus de citron. Il se consomme sorti du congélateur. D'abord, on regarde le produit. Je vois. Après, je sens. Hey, oh là, oh. Je goûte. La Ligurie nous a montré un contraste à son image, une cuisine simple où on ressent les qualités gustatives des produits dont elle dispose. La randonnée d'aujourd'hui commence par un long escalier au départ de Monteros à travers les vignes et les vergers d'agrumes, se poursuit à flanc de montagne et s'achève par une descente sur Vernadze au milieu des vignes et des oliviers. Monterosso a longtemps été la résidence d'Eugenio Montale, qui fut journaliste au Corriere della Sera, mais aussi un grand poète des Cinque Terre. Les Cinque Terre sont un territoire de 42 km², 8 km de façade maritime et environ 5000 habitants. L'histoire des Cinque Terre remonte au XIe siècle, quand ont cessé les incursions régulières des Sarrasins le long des côtes ligures. Autour des 5 bourgades fortifiées, l'homme a réalisé des plantations de vignes, d'oliviers et d'agrumes, sur des parcelles pentues aménagées en terrasses. Les Cinque Terre comptent plus de 7000 km de murs, autant que la muraille de Chine. Le phylloxéra en 1920, puis le développement économique des années 60, alliés aux difficultés d'accès aux terres viticoles, ont accéléré l'abandon de ces cultures en terrasse. Le classement au patrimoine de l'humanité a redonné de la vigueur à cette activité. Aujourd'hui, les jeunes générations relèvent les murs et les fermes de leurs ancêtres. La proximité de la mer a joué un rôle prépondérant. Le commerce entre le XIe et le XVIe siècle et les communications se faisaient essentiellement par la mer, les routes étant rares et très vétustes. La mer Ligure, dans laquelle se trouvent les Cinque Terre, est un sanctuaire des cétacés, aire marine protégée où la pêche est réglementée. Robert, tu nous reçois? On va faire les jeux pour les gamins. Pour la carte. Robert, tu nous reçois?
Le train à crémaillère est le seul détail qui témoigne de l'arrivée du progrès dans ces pentes abruptes accrochées à la falaise. Il permet de ramener le raisin pendant les vendanges et de transporter les pierres tout le reste de l'année. Vernazza viendrait de l'adjectif latin verna, qui signifie indigène, du pays. Ce mot a donné le nom au Vernaccia, vin du pays, puis par transposition au village où ce vin était fait. Perché sur un promontoire rocheux en surplomb du village, le Castrum Vernaccio, château de la famille Doria datant du XIe siècle, protégeait le village des attaques venant de la mer. Seul port naturel des Cinque Terre, Vernazza est difficilement accessible par la route. Les sentiers escarpés et le train sont les principaux moyens d'accès. La descente vers la rue principale emprunte un labyrinthe de ruelles étroites, les Caruggi. La structure verticale des habitations est due à l'espace peu disponible et au souci de fortification difficile à pénétrer par l'ennemi. Les édifices médiévaux de Vernazza, aux éléments architecturaux prisés, témoignent de son riche passé économique et justifient de son attrait touristique exceptionnel. Posée au milieu du petit port, l'église de la paroisse de Sainte-Marguerite d'Antioche domine la mer. Elle a été édifiée au XIIIe siècle et agrandie au XVIIe. Vernazza, dont la rue principale recouvre une rivière, a gardé en mémoire l'inondation de 2011 et les 4 mètres de boue qui ont envahi la ville. Pendant la première moitié du XIXe siècle, les terrasses de vignobles de Vernazza ont été agrandies en même temps que se construisait la voie de chemin de fer reliant la Spezia à Gênes. Corniglia est le seul village des Cinque Terre sans accès direct à la mer. Ces maisons y sont basses et larges, comme dans l'arrière-pays, plutôt que hautes, comme typique de la côte. L'accès depuis la gare passe par un escalier de 382 marches. L'église San Pietro, du XIVe siècle, illustre bien le style gothique ligurien, malgré les nombreux remaniements de l'époque baroque. Protégée par sa position élevée, Corniglia conserve les restes d'une forteresse génoise du XVIe siècle. Le village a une origine romaine antique et des amphores ayant contenu son vin réputé ont été retrouvés à Pompéi. Manarola là-bas, Manarola. Le nom de Manarola serait une évolution du latin Magnarota, Magnaroeae, en dialecte local, en référence à la roue du moulin située dans la ville. Manarola est bâti le long de la rue principale qui recouvre le torrent Grappo. Les habitations sont des maisons-tours génoises typiques. Manarola a 2 activités traditionnelles, la pêche et la viticulture. Son vin local, le Sciacchetra, est connu depuis l'époque romaine. Le raisin est séché pour obtenir un jus plus concentré. Le vin moelleux obtenu est affiné pendant 5 ans et affiche 14,5 degrés. Manarola ne dispose pas d'un véritable port, mais d'une jetée
où les bateaux de pêche sont tirés puis entreposés à même la rue, donnant à cet endroit un aspect pittoresque. Le sentier Azura, reliant Corniglia à Manarola, peut être interrompu par des éboulements ou des glissements de terrain. Ce monument montre 5 stèles, symbole de chaque village dont l'isolement avait forgé la spécificité, se concertant afin de réunir cet ensemble exceptionnel dans le parc national des Cinque Terre, tout en préservant les intérêts et les caractéristiques territoriaux, culturels et économiques de chacun. Manarola détient un record mondial, une crèche de Noël de 4000 m² de collines. Rio Maggiore est le village le plus oriental des Cinque Terre. Le centre historique, datant du XIIIe siècle, est situé dans la vallée du torrent Rio Maggiore, duquel elle tire son nom. Dès l'arrivée à la gare de Rio Maggiore, un tableau géant rappelle les traditions agricoles et le rôle éminent des femmes et des hommes dans le travail. Le mur du tunnel, qui mène à la vieille ville, est lui-même orné d'une fresque. Voilà, après on descendra au fort par ici. Là. L'oratoire Disciplinanti expose des tableaux de grande valeur. Une sculpture intitulée La Vierge des Chênes rappelle les barbares enchaînant les habitants pour soutirer une rançon. L'église de Saint-Jean-le-Baptiste a été construite en 1340. Elle est de style gothique et a été refaite au XIXe siècle en style néo-gothique. Le château du XVIe siècle de Rio Maggiore se dresse sur la colline qui sépare le vieux village du bourg moderne. 2 grandes tours encadrent l'entrée du château. Comme de nombreux villages de pêcheurs ligures, les maisons-tours adossées à la pente sont peintes de chaudes nuances d'ocre, de rose et de rouge. La Via della Mort relie Rio Maggiore et Manarola. Le chemin a été creusé dans le roc en 1920 pour entreposer les explosifs nécessaires à l'entretien du chemin de fer. La chapelle Saint-Roch près du château rappelle la peste qui a sévi ici. Rio Maggiore est un ancien village de pêcheurs. Une petite calanque abrite son port. Le contraste des couleurs de la roche, des maisons, des barques et de la mer rendent ces lieux saisissants d'harmonie. Avec des vignobles accrochés à la montagne, des vergers généreux et des villages si colorés, le territoire des Cinque Terre, d'une nature hostile et peu accessible à l'origine, a été façonné par l'homme avec un cachet si particulier que Lord Byron l'avait lui-même baptisé « le paradis sur terre ».
Aujourd'hui, nous partons en excursion en Toscane, à Lucca et à Pise. Lucca doit son nom aux Celtes ligures qui bâtirent cette cité sur un lieu de marécage ou luc. Les 4 km 200 de fortifications actuelles ont été commencés en 1513 après la conquête de Pise par les Florentins. Les murs médiévaux dont il ne reste que 2 portes ont été remplacés par les remparts actuels, jugés plus résistants à l'artillerie naissante. L'ensemble a été achevé en 1650. Le premier rempart en carré, caractéristique des Romains, date du IIIe siècle avant notre ère. Au XIIe siècle, forte d'un nouveau rempart médiéval, Lucca devient un centre de commerce avec l'Europe et l'Orient. Lucca tire sa richesse de la sériciculture et de la fabrication de la soie. Les 2 portes à l'ouest et au nord et un fossé protégeaient la ville des grandes rivales de Pise et Gênes. Au XVIe siècle, Lucca se tourne vers l'agriculture et refait et agrandit ses fortifications. 3 autres portes furent alors érigées au nord, à l'ouest et au sud. Lucca a été intégrée à l'Empire napoléonien jusqu'en 1814, puis unie au Grand-Duché de Toscane en 1847. Elle intègre ensuite le Royaume d'Italie. Lucca compte dans ses murs 15 palais, 30 monuments religieux, dont 25 églises et 4 oratoires. Le palais Pfanner, représentatif de la Renaissance, présente les costumes et le mobilier lucquois du XVIIIe siècle. La cour, l'escalier et l'agencement fastueux du jardin relèvent du baroque. La basilique de San Frediano, bâtie sur un édifice du VIe siècle, est une des plus anciennes églises de Lucca. De style roman, elle se distingue par la mosaïque monumentale de la façade, sans campanile aux ouvertures progressives et renferme de riches peintures. La place de l'amphithéâtre est une place elliptique fermée, créée au Moyen Âge à l'emplacement des arènes romaines, édifiées au IIe siècle avant notre ère. Au début du XIVe siècle, Lucca possédait plus de 130 tours. Datant du XIIIe siècle, la tour de l'horloge, 50 mètres de haut, est la plus haute de Lucca. Un escalier en bois de 207 marches conduit au mécanisme de remontage manuel de l'horloge datant de 1754. Les Guinigi, maîtres de la ville, ont voulu adoucir leur image en installant un jardin de 7 chênes au sommet de leur tour, haute de 44 mètres et 225 marches. L'église Saint-Christophe abritait au XIIIe siècle l'université des marchands. Les consuls y mesuraient les peignes des métiers à tisser la soie.
Les hommes célèbres nés à Lucca, peintres, écrivains ou compositeurs, ont souvent un lien avec la religion. Sainte Zita, patronne de Lucca, est exposée dans la basilique de San Frediano. Certains commerces, trop peu nombreux, ont conservé les attributs du passé glorieux de Lucca, tourisme et rentabilité, l'emportant toujours sur patrimoine et histoire. L'église San Giovanni a été édifiée au 5e siècle sur une zone de peuplement romain. Première cathédrale de Lucca, elle a été plusieurs fois réorganisée et a même servi d'archive de l'ancienne République sous Napoléon. Le plafond à caissons date du XVIe siècle. Édifiée au VIe siècle, puis rebâtie au XIe et jusqu'au XVIe siècle, la cathédrale Saint-Martin est de style roman. Sa façade asymétrique s'orne de 3 galeries aveugles superposées, comportant des colonnades, des fenêtres, des sculptures et des marqueteries de pierre. À l'intérieur, le sol est en marqueterie de marbre et une galerie supérieure complète l'édifice. Le palais ducal a eu plusieurs appellations. Forteresse Augusta, détruite en 1370. Citadelle de Lucca, restaurée par les Guinigi en 1401. Palais public, puis résidence de la duchesse Elisa Bonaparte, et enfin, palais provincial. L'église de Saint-Michel a été bâtie au Xe siècle à l'emplacement de l'antique forum romain. Une statue de l'archange Michel de 4 mètres de haut domine la façade extérieure, ornée à profusion de sculptures, marqueteries de marbre et incises. Pise est une cité maritime de Toscane, au croisement de la Via Aurelia, reliant le nord au sud de l'Italie, et de la voie transversale est-ouest du bassin du fleuve Arno. Son implantation daterait du XIIIe siècle avant notre ère par les Étrusques ou les Grecs. Son port et sa flotte lui ont valu sa gloire face à Venise et Gênes. Elle conquiert la Sardaigne et la Corse sur les Sarrasins et les Baléares sur les Maures. Sa décadence tient à la destruction de la flotte pisane par les Génois en 1284, puis à son annexion par Florence en 1406. L'ensablement du port de Pise par les alluvions de l'Arno repousse la mer à 12 km et clôt son épopée maritime. La Piazza del Duomo est une vaste esplanade bordée sur un flanc par les murs médiévaux qui forment le cœur religieux et monumental de la ville. Le surnom de Piazza del Miracoli, place des miracles, lui vient d'un poème de Gabriel d'Annunzio. Recule ton bras droit. Ne bouge plus. Le baptistère, construit entre le XIIe et le XIVe siècle, édifice circulaire de 110 mètres de circonférence et coiffé d'un dôme de 55 mètres de haut. C'est le plus grand baptistère d'Italie. Si les 2 premiers niveaux sont de style roman, les arcades sont gothiques. L'intérieur est réputé pour son acoustique et pour la chaire décorée par Nicola Pisano en 1260. Le Duomo, la cathédrale de Pise, achevée au milieu du XIIe siècle, est caractéristique du style roman pisan. L'extérieur est recouvert de marbre vert et blanc, et la façade est remarquable par ses 4 rangées d'arcatures aveugles. La porte principale en bronze expose des iconographies de l'Ancien et du Nouveau Testament.
les fidèles entrent par le transept droit, par la porte construite en 1180 par Bonanno Pisano et reconstruite en 1602 suite à un incendie. L'intérieur est composé d'une nef à 5 vaisseaux. Les bras du chandelier de l'autel sont des bronzes représentant les apôtres. La voûte de l'abside est décorée d'une grande mosaïque du XIVe siècle représentant un Christ Pantocrator. Autre élément remarquable, la chaire, œuvre majeure de la sculpture médiévale et de l'art italien du XIIIe siècle. 6 colonnes de porphyre et 5 piliers de statues soutiennent des panneaux religieux entièrement sculptés. Les colonnes corinthiennes en granit proviennent de la mosquée de Palerme, ramenée comme butin en 1063. Le Duomo abrite de très nombreuses œuvres d'art, mais les fresques originales de la Renaissance ont été remplacées après l'incendie de 1595. La cathédrale abrite les reliques de 3 saints, Gamaliel l'Ancien, Joseph Abibos et Nicomède, ramenés en 1096 de la première croisade pour laquelle Pise avait fourni la flotte. La tour de Pise est le campanile de la cathédrale. Édifice de 8 étages de style roman, la tour de 57 mètres de haut et de 15,50 m de diamètre extérieur est composée de 2 cylindres concentriques entre lesquels court un escalier de 293 marches. Elle doit son inclinaison de 4 degrés vers le sud à son implantation sur une plaine alluviale au sous-sol marneux. La porte est décorée d'animaux et autres grotesques de style roman. La fontaine des Putti a vocation à satisfaire les besoins en eau de cette partie de la ville. Les 3 enfants représentant l'amour soutiennent le blason de Pise. Le Camposanto est le cimetière monumental érigé sur de la terre ramenée du Golgotha en Terre Sainte. De style gothique, sa construction en cloître allongé a été interrompue par la défaite pisane de 1284. La plupart des fresques du XVe siècle recouvrant les murs ont été détruits en 1944. La place des Miracles n'est pas le seul lieu de flânerie dans Pise et de nombreux modes de transport sont proposés aux visiteurs. La place des Chevaliers occupe l'emplacement de l'antique forum romain. Du XIIe au XIVe siècle, c'est le cœur de la commune de Pise. Elle est profondément transformée à la Renaissance au XVIe siècle sous l'impulsion de Côme Ier. Le palais de la Carovana réunit plusieurs maisons-tours par une élégante façade réalisée selon la technique du graffiti. Siège de l'ordre des chevaliers de Santo Stefano dès 1564, il accueille depuis 1810 l'école normale supérieure fondée par Napoléon. Le palais de l'horloge réunit le palais médiéval du capitaine du peuple et la tour de la faim où fut enfermé le responsable de la défaite des Pisans sur les Génois en 1284. Pise est une des grandes villes universitaires d'Italie. Son fleuron, Galilée, est l'inventeur de la physique, posant les bases de la mécanique et a révolutionné l'astronomie. Le Borgo Stretto est la rue la plus commerçante de Pise. Les arcades et les bâtiments sont des exemples étonnants de l'architecture du Moyen-Âge. Les Lungarni sont bordés sur les 2 rives de très nombreux édifices historiques, églises, anciens palais médiévaux, parfois endommagés lors de la Deuxième Guerre mondiale. La Piazza de la Vettovaglia accueille le marché aux légumes dans un site typique de Pise. Aujourd'hui, la randonnée part de Rio Maggiore, dernier village des 5 Terres, pour rejoindre Porto Venere à l'entrée du golfe des Poètes et du grand port de la Spezia. Je regarde passer les trains.
Le périple emprunte la grande voie, chemin muletier constellé de votives, qui conduit à Notre-Dame de Monténère. Le 12 juin, Rio Maggiore monte en procession jusqu'au sanctuaire. Chaque village des 5 terres dispose d'un sanctuaire sur sa hauteur. Ces sanctuaires seraient reliés par une voie de communication datant de l'âge de bronze. Le sanctuaire de Notre-Dame de Montenero a été édifié en 1335 sur un lieu primitif de culte datant du 8e siècle. Surplombant Rio Maggiore à 340 mètres d'altitude, son panorama porte vers l'ouest sur l'ensemble des villages des 5 terres et à l'est sur les îles devant Porto Venere. Par temps clair, il est possible de distinguer au sud l'île de la Gorgogne et les reliefs de la Corse. Le relais du télégrapho, point haut des 5 terres, a permis de raccorder en 1851 le réseau de télégraphie optique Gênes-Turin à celui de Florence-Livourne. Aujourd'hui, le site n'est plus fréquenté que par les cyclotouristes et les randonneurs. On va pas au gynéco, là. Je crois que c'est les pastilles qu'on a mangées. Le hameau de Campiglia, situé sur une crête surplombant à la fois la mer Ligure et le golfe des Poètes, avait pour principale fonction la surveillance des côtes depuis le campanile détaché de l'église. Aujourd'hui, les installations militaires situées un peu plus loin remplissent les mêmes fonctions au profit du port naval militaire de la Spezia, le premier d'Italie. Ici, le travail de la vigne a souvent été abandonné au profit des emplois moins pénibles du secteur tertiaire de la Spezia, les anciennes fermes servant de résidence secondaire. Peu avant Porto Venere, une carrière est exploitée depuis 1780. Il s'agit de Nero Portoro, un marbre noir aux veines dorées très recherché. La seconde carrière, sur l'île de Palmaria, est aujourd'hui abandonnée. Porto Venere est un petit village de pêcheurs situé au débouché du golfe de la Spezia. Les traces de peuplement
de Porto Venere remonte au VIe siècle avant notre ère. Porto Venere, autrefois Portus Veneris, serait issu d'un ancien temple dédié à la déesse Vénus qui aurait occupé l'emplacement de l'actuelle église Saint-Pietro. La porte principale du bourg, au centre historique, et la tour attenante ont été édifiées au début du XIIe siècle. La Via Capellini, rue principale, est une illustration du Carroccio génois, étroite, sinueuse, avec des escaliers abrupts dévalant vers la mer. L'église San Lorenzo a été achevée en 1130, après que Porto Venere ait rallié la République de Gênes. Le château de Porto Venere, situé sur un rocher en surplomb de la ville, a été construit au XIIe siècle. Il était la propriété des Doria, qui jouèrent un rôle important dans la République de Gênes. L'église San Pietro est un modèle d'architecture ligure, connu dans le monde entier pour son raffinement et sa beauté sculpturale. Devant l'église, l'esplanade fortifiée abritait le village antique détruit lors d'un assaut aragonais au XVe siècle. L'église San Pietro, construite en 1198 sur le modèle d'un château, était initialement un édifice roman médiéval en pierre de pays et orienté au sud. Remaniée et agrandie au XIIIe siècle dans le style gothique, elle est aujourd'hui orientée à l'est. Sa façade vers la ville et ses murs intérieurs alternent la pierre blanche de Carrare et la serpentine locale. La porte moderne en bronze de l'église San Pietro présente des petits bustes des évangélistes. Dans une petite crique, entre l'église San Pietro et le château féodal, la grotte de l'Arpaille évoque le poète Byron qui s'y réfugiait pendant ses moments intenses de méditation. C'est un site de plongée renommé. En surplomb de la grotte de Lord Byron, une statue créée par Scorzelli en 1989, Mater Naturae, prend les traits d'une femme aux formes généreuses regardant la mer. Entre l'église San Pietro et le château, les restes de constructions cylindriques sont d'anciens moulins qui servaient également de tour de guet. En front de mer, les façades des maisons de Porto Venere sont caractéristiques. Le village est formé de maisons-tours multicolores, collées les unes aux autres et adossées à la colline, formant ainsi, depuis le Moyen-Âge, une seule paroi défensive. L'île de Cino hébergeait un ermite, San Venerio, au VIe siècle. Au XIe siècle, un monastère a été érigé à l'endroit où il est enterré. L'île de Palmaria, 6 km² et demi, est en pente douce face à Porto Venere et en pic vers la mer ouverte. Les fouilles y attestent la présence de l'homme depuis plus de 5000 ans. L'île compte des installations militaires, forts, bunkers et feux tricolores, 36 grottes marines, une ancienne mine,
2 complexes balnéaires et un sentier de randonnée. Elle voulait une grosse, elle en a eu qu'une petite. Aïe, 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 aïe. C'est tropical. Ce trajet par la mer, outre le site majestueux de Porto Venere, permet de découvrir à nouveau la façade maritime austère des Cinque Terre, faite de pentes abruptes, constellée de vignes et de vergers. Les 5 villages qui le composent, implantés dans des lieux improbables, témoignent d'une harmonie fragile et d'un combat permanent entre l'homme et la nature. Ah, rien ne vaut chez les vaches. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.